Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Julien et également de Romain et nous allons parler d'un jeu qui s'appelle Finding Teddy qui est disponible sur iOS, un petit jeu d'aventure point and click. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer un petit peu par présenter Finding Teddy. Donc Finding Teddy c'est un jeu d'aventure, clairement, point and click, très minimaliste, très pixel art. Moi je le trouve magnifique, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai essayé le jeu, etc. Ça m'a tout de suite accroché visuellement. Ça m'avait fait penser un petit peu à Fez, on en reparlera plus tard. Et il y a également énormément un côté évidemment puzzle très développé. Et des puzzles basés sur la musique, donc des puzzles sonores, puisque les personnages ne parlent pas, etc. etc. Donc maintenant qu'on a fait le pitch du jeu, on va commencer par vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous parler tous les deux un petit peu de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené au jeu vidéo? Bah Romain, je te laisse commencer. Vas-y, Romain. En fait, il y a 2 ans, je suis sorti d'une fac informatique. Ouais. Et j'ai eu ma licence et je voulais pas faire de master parce que ça m'énervait. Je faisais des trucs chiants. Et pour moi, le jeu vidéo, c'était quelque chose d'inaccessible. Et en faisant des recherches, je me suis dit, tiens, il y a une école qui existe à Paris, Isard Digital. Okay. Je vais y aller. J'ai passé le concours, j'ai été accepté. Et à partir de là, je me suis tout de suite trouvé ma motivation. Je me suis mis à plus dormir. Donc je suis passé du statut fac feignant au statut travailleur acharné. D'accord. Et en cherchant le stage, parce que c'est en alternance, je suis tombé sur Julien pour Storybird. Donc on a passé l'entretien et ça s'est tellement super bien passé. Je crois qu'ils ont passé l'annonce un matin. Et genre le soir même ou le lendemain soir, j'étais embauché. Okay. C'était un courant. On avait vu pas mal de développeurs en plus, mais ouais, ça coulait de source. Et t'es sorti en fait d'Isard Digital il y a combien de temps maintenant? Bah, j'y suis encore jusqu'à juillet. D'accord, ok. Voilà, donc je suis en dernière année et donc tu fais de la programmation. Programmation, c'est une section qui mélange le game design et la programmation, en fait. Donc je travaille vraiment les deux parce que c'est 2 trucs qui me plaisent. J'aime bien faire les jeux aussi bien dans le concept que dans la programmation. Ce qui est compréhensible. Après, je suis très mauvais en graphisme, d'où Julien. D'accord. Alors Julien, toi tu es fondateur de Storybird, donc qui est le nom en fait de la boîte qui a créé Finding Teddy. Voilà, je crois que tu l'as monté avec un associé. Exactement, je suis cofondateur en fait. J'ai monté la boîte avec un pote, Sylvain, qui n'a pas participé à Finding Teddy, mais qui a participé à... Ouais, puisque vous l'avez fait à 2. Donc, ouais, à 2. Alors il y a eu d'autres artistes qui nous ont aidés, parce qu'on avait des stagiaires à ce moment-là, mais... plus dans le côté artwork et animation, parce que tout seul je pouvais pas tout faire. Il y a un autre Julien justement qui est un mec super balèze aussi. Donc en gros la petite histoire c'est qu'on a fondé la boîte en 2008 à l'arrivée de l'App Store. Puis on a fait un premier jeu, donc pas avec Romain, avec Sylvain, mon autre, le cofondateur de la boîte. Puis ça a cartonné. Mais lui il est plus côté, lui il est passionné par la technique et les devices en fait. Les jeux vidéo il est pas trop dedans non plus, etc. Donc bon, on restait dans le casual, et puis là, on n'avait plus d'argent, et puis j'en avais marre de faire du casual. Donc Finding Teddy, c'est un jeu que j'avais en tête depuis longtemps, et j'en ai parlé à Romain, puis en fait, bingo, on n'avait plus de sous, mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. Donc ouais, là, ça va faire 7 ans, je crois que je suis dans le jeu vidéo, j'ai pas compté les années. Mais pareil, de l'école casual gaming sur mobile, etc. Et voilà, on a sauté le pas, on a monté notre structure, et puis bon, bah... Voilà. C'est parti. Donc là, c'est votre premier vrai jeu, entre guillemets. Voilà, il a nécessité 4 mois et demi de travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas assez. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des origines? Quelles étaient les intentions de départ? Est-ce que c'était exactement le jeu tel qu'on le voit, donc du point and click, minimaliste, etc. Est-ce que c'était ce que vous vouliez faire? Ou est-ce que vous avez pris d'autres chemins? Est-ce que durant la production, Non, le jeu était quand même était bien carré dans ma tête, bien avant le développement. Par contre, il manque la moitié dedans. Voilà, on n'a pas eu le temps. Il nous aurait fallu 3 mois de plus pour vraiment mettre toutes les zones et toutes les énigmes qu'on voulait faire. Ouais. Mais sinon, non, le jeu ressemble un peu, sensiblement quand même à l'intention de départ. Comme d'habitude, le seul vrai souci, c'était l'argent. Donc, on n'a pas eu les fonds. Moi, j'avais pas les fonds pour le faire. Donc, on est obligé de prospecter des éditeurs, etc. Donc, et du coup, vous êtes passé par un site de crowdfunding qui s'appelle Look at My Game.
Est-ce Exactement. que vous pouvez nous parler un petit peu de ce fonctionnement, comment s'est passé le contact En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un petit trailer, moi, dans mon coin, avec... je pense que les développeurs savent ce que c'est, avec MMF2, en fait, qui est un truc pour faire des prototypes, etc. Du jeu et une sorte de teaser. Ouais. Donc je l'ai fait dans mon coin, etc. Et je l'ai envoyé à plein de sites de crowdfunding parce que j'ai vu que c'était à la mode, etc. Donc je me suis dit, vu que nous on n'a pas les sous et que les gens en ont, enfin a priori en ont pour le jeu vidéo, on va essayer. Et en fait, on a eu plein de retours de plein de sites. Mais Look at My Game, ça a été les plus cool, quoi. Vraiment, le contact est passé tout de suite. Et surtout, contrairement aux autres, c'est pas méchant, hein, mais contrairement aux autres, eux, ils nous laissaient complètement carte blanche. C'est-à-dire que le jeu... Bon, il y avait des délais à tenir, justement, les fameux 4 mois et demi, etc. Mais sur le jeu, on faisait ce qu'on voulait. Ils modifiaient rien du tout. Bon, ils servaient de bêta-testeur aussi, un petit peu derrière, donc ça nous a aussi pas mal arrangé. Mais c'est pas évident de trouver des éditeurs comme ça qui laissent vraiment libre cours à notre imagination, même des partis pris qui peuvent paraître peut-être un petit peu risqués, voire abusés par rapport au marché mobile, etc. Par exemple, donne-moi un exemple de parti pris. Un point and click, quoi, sur mobile, en pixel art, super dur. Non, bien sûr, mais voilà, c'est pas trop le marché pour. Bon, ça assez risqué. En plus, le jeu est complexe, l'air de rien. Donc même si la première partie, il est assez court, mais on reste bloqué quand même. Une fois qu'on a pigé la mécanique, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut quand même se plonger dedans. Et c'est pour ça que ça me faisait penser un petit peu à Fez. C'est parce que tu as une espèce de, on va dire, de langage musical à décrypter au sein du jeu, qui te permet quasiment de dialoguer, entre guillemets, avec les petits NPC. Et donc du coup, s'il y a une certaine profondeur, il faut s'accrocher quoi au début. Bah oui, parce qu'à la base c'était un jeu PC en fait. D'accord. C'était petit rototo, pardon. Le jeu devait être beaucoup plus dur. D'accord. Après l'alpha, on avait baissé la difficulté parce qu'on a eu des retours comme quoi juste c'était pas faisable en fait. Okay. Les gens bloquaient dès la première zone. Nous on s'en rendait pas compte parce qu'à force d'avoir le nez dedans, on n'a plus du tout le recul. On sait même plus si le jeu est bien, on sait même plus si finalement il est facile ou pas, ou si c'est pas assez compliqué. Et les premiers retours de Look at My Game, c'était assez clair, c'est juste infaisable, on comprend rien. Donc bon. Parce que pour le coup, le joueur n'est pas du tout pris par la main. Donc, non, mais ça on voulait pas. Ouais. Non, on n'avait pas du tout envie. On aime bien les jeux. Un petit peu, les jeux un petit peu sadiques, quoi, assez compliqués. Moi, on a envie que les joueurs vraiment cherchent d'eux-mêmes, essayent des trucs, se creusent vraiment la tête, qui tentent plein de choses, en fait. Bon, finalement, je pense qu'apparemment, on a trouvé le bon compromis, parce que finalement, actuellement, le jeu est sorti, ça fait une semaine. Il y a pas mal de gens qui l'ont terminé, mais il y a pas mal de gens qui l'ont acheté à la sortie et qui ne l'ont pas terminé, qui sont encore bloqués sur plein de trucs. Des systèmes d'entraide sur les forums, des gens qui demandent des indices. Sur Touch Arcade, il y a quelqu'un qui parle de faire un guide en fait, du jeu. En fait, il y en a déjà un. Sur GameFAQs. Il y en a déjà plusieurs du jeu, c'est assez marrant. Et voilà, c'est assez marrant de se dire qu'on arrive à pousser les joueurs à faire ce genre de choses pour pouvoir finir le jeu. Ça, c'est très bien. Et en plus, donc, les joueurs, c'est également eux qui ont investi sur le projet. Est-ce que vous avez eu beaucoup de gens qui ont participé en donnant un petit peu d'argent pour financer Finding Teddy ? Ouais, en fait, on a été agréablement surpris parce que quand on a mis le jeu sur la plateforme Look at My Game, avec Roman, on se disait ça passera jamais. Et pourtant, on était déjà en plein dans le développement et même avant que le jeu soit sur la plateforme en fait, de crowdfunding chez Look at My Game. Et moi, j'avouerais que j'espérais pas grand-chose. Je m'attendais à le financer moi-même. Enfin, financer moi-même. En gros, donner de l'argent à personne et on fait le jeu quand même. Et finalement, en 1 mois et demi, je crois, même pas, la cagnotte a été remplie. Est-ce que vous avez l'objectif était de combien ? Je sais pas si c'est... Alors au début, ça c'est le sujet un petit peu tabou. Non. Au début on demandait... on demandait combien déjà ? 15 000. On demandait 15 000 euros, ce qui est rien pour un jeu vraiment... C'est-à-dire que en gros on demandait 15 000 euros, mais je mettais moi de ma poche la même somme. D'accord. Qui est, de la trésorerie de la boîte. Ouais. Sachant que cette trésorerie n'existait pas, hein. Elle était virtuelle par rapport aux jeux que on avait déjà sortis, etc. Et en fait, on s'est vite rendu compte que nous, notre campagne durait 2 mois et demi ou 3 mois et que jamais ça allait être rempli parce que il faut un palier psychologique en fait. Il faut déjà
on va dire 3-4 000 euros pour que les gens se disent ah il y a de l'argent et on met. D'accord. Mais pour arriver à ce palier, 3 mois c'est pas assez en Ouais. fait. Donc vous avez baissé un petit peu le On a budget. divisé par 2. Ok. On a simplement. simplement divisé par 2. On s'est dit c'est pas grave, ce sera suffisant. Tant pis. Bon on verra par la suite si le jeu marche ou pas. Mais au moins on leur a fait ce jeu-là et le Est-ce que suite. vous savez combien de personnes ont investi, ont donné un petit peu d'argent en tout? C'est une très bonne question. Alors ils sont dans les crédits du jeu et j'ai galéré pour tous les mettre sur l'écran. Une bonne cinquantaine, je Ah dirais. ouais, ils sont une cinquantaine, ouais. Donc dont pas mal de gens du métier finalement aussi. Ouais. Et en fait, quand on a divisé par 2 la cagnotte, en à peine 2 semaines, elle a été remplie. D'accord. Donc on était mais juste trop contents. On s'est dit oh, super, on aura au moins ça. Donc voilà. Et ce qui est marrant avec Look at My Game, donc du coup, vous envoyez, genre en fonction des sommes versées, des petits cadeaux en plus, avec des posters dédicacés, etc. Mais les gens ont également une sorte des royalties. Donc un petit Oui. peu en fonction des ventes du jeu, etc. Ouais, contrairement à pas mal C'est de boîtes de crowdfunding. Donc je peux pas rentrer dans les chiffres parce que. Ah, tu les as pas pour l'instant éventuellement. Non, c'est pas ça. C'est que, enfin, combien, par exemple, Ouais. les producteurs gagnent, etc. Parce que, sincèrement, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir l'échange, un échange avec les joueurs, Ouais. parce qu'ils ont participé tous, hein, quasiment, enfin, ceux qui ont répondu présent à la bêta test du jeu. Ok. Ils ont tous eu l'alpha, la bêta, etc. Ils ont participé au projet, donné aussi leur avis. Ils sont dans les crédits aussi. C'est que des Français? Question bête. Je crois que c'est ouais. Ok. Il me semble qu'ils sont que français. Il y a peut-être quelques Anglais éventuellement, mais je pense qu'ils sont, ils sont tous français. Donc ouais, ça c'est super déjà d'avoir un échange comme ça avec eux. Et après, ils touchent à hauteur de ce qu'ils mettent. Mais alors combien, enfin moi je sais pas, nous ce qui nous intéressait finalement, bah, on va être France et d'avoir l'argent pour faire notre jeu. Oui. Donc après le reste c'est le 4 My Game qui s'en occupe. Ok. Donc après c'est eux qui C'est tout un système multiplicatif, machin, on va c'est pas rentrer divisé dans les entre détails, nous c'était et juste le par 4. curiosité. Enfin voilà. Ça, Mais en tout cas il y a un retour sur mais il y a un- investissement. il y a un ça, c'est retour, clair. Ok. Très bien. Alors au niveau du gameplay, moi j'ai des petites questions précises, parce que le jeu je l'ai pas fini mais j'étais quand même assez loin. Et donc le premier réflexe quand même qu'on a, vu que c'est un point and click, c'est de cliquer à un endroit de l'écran et de voir le personnage se déplacer. Mais là en fait quand tu cliques, il faut que tu cliques sur un hotspot pour qu'il se déplace, Oui. sinon il va directement, il faut cliquer sur les bords de l'écran pour qu'il passe au suivant. Mais tu veux pas le déplacer comme tu veux exactement, Non. juste lui faire trois pas sur la gauche ou la droite. Pourquoi? En fait, à la base, on pouvait se déplacer partout. Moi, dans le game design tel qu'il était conçu, et en fait, entre-temps, j'ai joué à Botanicula, parce que du coup, j'ai joué à beaucoup de... Excellent. Pff, On en a fait la critique d'ailleurs. exceptionnel Botanicula, vraiment, c'est... moi, je me suis mangé une claque, c'est une de mes plus grosses claques, je crois. Bon, après, je suis bon public aussi. Hein, donc, et en fait, je me suis dit, putain, c'est super malin, parce que ça évite beaucoup de problèmes techniques. Comme nous, on avait un laps de temps très court pour faire le jeu, Ouais. bah, il suffisait de cliquer sur les bords de l'écran. Et puis, ça simplifie aussi beaucoup le gameplay, finalement. On est quand même sur iOS, donc il y a beaucoup de Madame Michu, etc., qui peut tomber sur le jeu. On s'est dit, voilà, on va mettre des flèches, et puis comme ça, les gens cliqueront dessus, et ce sera beaucoup plus simple. Et il y a aussi une réalité technique qui fait que il n'y a pas de pathfinding codé, etc. C'est beaucoup plus simple pour nous. Ça permet de faire un moteur générique, et de faire un pari aussi sur l'avenir avec un moteur comme ça et de peut-être décliner sur plusieurs autres projets. D'accord. Mais ouais, c'était complètement voulu. C'était pas initialement ça, mais... Ce qui est très bien aussi avec le jeu, je crois qu'il coûte quelque chose comme un peu moins de 3 €, c'est ça? Il y a 1,70 € pour le 1,70 €. lancement. Et il y a une démo jouable qu'on peut télécharger gratuitement. Oui. Ça c'est cool. Et ouais, donc, avec on peut se faire, presque un petit la peu. moitié Ouais. de la première zone. Ouais, effectivement. Ouais, c'est essentiel sur iOS, de toute façon, d'avoir des... C'est pas systématique les démos. Je sais, mais moi, ça me paraissait idiot. Un jeu comme ça, faut au moins que les gens puissent le tester sans acheter, pour se faire une idée. Parce que c'est particulier quand même, donc c'est pas spécialement grand public. Mais généralement, ceux qui ont testé la démo, pour l'instant, on croise les doigts, généralement tout le monde achète. D'accord. Ouais, ça c'est une bonne Et chose. au final, on a bien fait parce que de premier abord, on a beaucoup de retours comme quoi les gens, ils ont l'impression quand ils voient les images du jeu, c'est un jeu pour enfants. Ah bah pourquoi? L'esthétique, on sait pas trop, mais il y a on a eu quelques retours c'est comme une ça, petite fille. comme quoi Oui. on a l'impression que c'est un jeu pour enfants. Et les gens, c'est en jouant en entendant parler du jeu, ils testent la démo, ils se rendent compte qu'en fait, non, il y a un petit côté un peu glauque, un Ouais, peu, carrément. On pense à Limbo. un peu plus un petit peu. adulte. Ouais. Ah. Mais en fait, plus on avance dans le jeu, moins c'est naïf, quoi. Ouais. C'est voulu. Alors c'est le pitch du jeu, on l'a pas fait je crois. Donc on dirige une petite fille donc, qui est dans sa chambre en train de dormir. Il y a une espèce de patte d'araignée qui sort de son armoire, qui attrape son nounours et qui disparaît.
Et donc du coup, la petite fille rentre dans son armoire et la passe dans un autre monde et va essayer de retrouver son ourson. Exactement. Et en même temps, elle se fera accompagner par des petits personnages qu'on découvrira dans le jeu et qui pourront nous aider également, aider la petite fille. Voilà. Bon, le pitch est simple, hein. C'est voilà, c'est un peu... C'est assez classique à la base, le côté la petite peluche, l'enfant, le folklore de l'armoire, il y a un monde à l'intérieur, etc. Ça ouais, un petit rappel à l'enfance, sauf que dans l'univers du jeu, c'est pas spécialement tout rose. On a l'impression que c'est tout rose au début, mais d'où l'inspiration à Limbo. Ouais, il y a des morts assez atroces dans le jeu. Ouais. Quelles étaient les autres inspirations, mis à part Limbo et peut-être moi j'ai trouvé un petit peu Fez également. Ouais. Donc, tu parlais de Botanicula. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas si ça parlera à grand monde, mais c'est vrai que Romain et moi, on était des très gros joueurs, bon, Mega Drive, Super NES, etc. Mais par contre, le jeu, moi, fait vraiment mes références sont encore plus en arrière. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu, finalement, que les gens ne le voient pas. C'est plus l'école Amiga, Atari ST. Parfait, vas-y. Potentiellement, je Sir Fred, d'Ubisoft, par exemple, pour les décors de nature. Et au niveau de l'ambiance, les teintes de couleurs, tout ce qui est ciel, aussi encore la nature, c'est Shadow of the Beast, tous ces jeux-là. À l'époque, moi, c'est les jeux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et c'est vrai que l'inspiration vraiment principale, c'est celle-là. Et les gens. C'est le côté pixel art, en fait. Comme c'est pixel art, tu penses tout de suite davantage à une période genre. Pas 8 bits, mais genre les 16 bits, et tu penses pas systématiquement aux ordinateurs, parce que tu n'avais pas la même image exactement chez Shadow of the Beast, tu vois, genre pour moi, c'est pas pixel art. Alors qu'en fait, on y rejoint pour moi, pourtant, c'est un cas d'école. Dans le pixel art, vraiment, Shadow of the Beast, on avait la NES en face, et en 89, il y avait Shadow of the Beast sur Amiga, quand je l'ai vu pour la première fois, donc en 89. Pour tout le monde, c'était pareil. Moi, je me suis dit, je veux faire ce métier, c'est mort, et pourtant, j'étais petit, hein, mais c'est foutu, je veux faire ça. Ça m'a donné envie de dessiner, de faire du jeu vidéo, de faire de la musique, parce que les musiques étaient juste hallucinantes aussi. Donc c'est vrai que moi, Fanny Teddy, même si les gens ne le remarquent pas, mes inspirations en tout cas graphiquement viennent vraiment de là. Et bizarrement, pas de Limbo ou de Fez ou de Sword and Sorcery que je connaissais pas, qu'on m'a fait connaître du coup assez tardivement. Et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes avec Fanny Teddy. Ça, on va pas le cacher, mais il y a des grosses influences qu'on cache pas. Au contraire, nous, on est fiers de nos influences. Pour Limbo, par exemple, pour les morts. Franchement, on s'est dit, on va faire comme Limbo. Hein. c'est trop marrant. Hein. Ça donne un côté glauque, et surtout qu'on voulait un côté glauque dans le jeu. Et on s'est dit, on savait pas trop comment faire mourir la petite. Ouais. Et voilà, dans Limbo, ils ont osé, donc on s'est dit, nous, on va oser. Voilà, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'en effet, ça implique davantage le joueur, et puis c'est surprenant toujours la première fois. C'est pas punitif, mais c'est là. Non, puisqu'à partir du moment où on meurt, tout de suite, on est reseté, genre juste à côté, en fait. Ouais, 5 secondes avant. Donc on perd rien, quoi. D'accord. Et tu parlais donc d'un jeu Ubisoft, comment tu disais? Sir Fred. Sir Fred, ça me dit rien du tout. Non. Alors c'est quel type de jeu? Alors c'est un jeu d'action un tout petit peu aventure. C'est l'histoire d'un chevalier qui est super balèze et qui se fait transformer en nain par une sorcière en fait. Et c'est un jeu qui est pas très connu vraiment. À l'époque de l'Amiga, c'est un jeu qui avait vraiment une renommée. Il était sorti aussi sur Atari ST parce que les musiques déchiraient graphiquement, c'était vraiment joli. Et en fait, c'est un jeu qui est complètement débile. Où on se bat contre des nains de jardin et les décors de nature m'ont profondément marqué. Et c'est vraiment, du moins toute la première zone de Fanny Teddy, en termes d'inspiration, c'est à 100% Sir Fred et Shadow of the Beast. Vraiment sur les plans, si vous regardez un peu sur le net, de toute façon vous allez faire le rapprochement direct. Le côté... Ce sera illustré aussi, on va avoir des images. D'accord. Il n'y a pas vraiment de scrolling parallaxe, différentiel, etc. C'est toujours sur des mêmes plans, mais faut le voir. C'est une technique de pixel art, même au niveau du feuillage, etc. Et je me suis vraiment inspiré de ça parce que je trouve ça trop joli. Okay. Donc, très bien. Voilà, quel est l'avenir maintenant? Parce que le jeu est disponible sur iOS, mais donc évidemment les questions qui tombent tout de suite, c'est genre les autres plateformes, Android, Windows Phone, etc. Est-ce que vous prévoyez de l'adapter également sur ces autres Oui. Disons que quand on a sorti, donc quand la version iOS est sortie, on a Look at My Game qui nous a tout de suite contacté pour qu'on se lance immédiatement sur la version Android. On a vu des premiers retours, ça paraissait assez positif et assez naturel, donc on a accepté.
Et donc, on va certainement se lancer dans une version cross-platform. Ok. Donc, déjà, Android, c'est sûr. PC, c'est sûr. Ouais. On va essayer en plus de rendre le jeu compatible pour les futurs BlackBerry, Oui. les Windows Phone, Linux et Mac. D'accord. Ok. Donc multi sauf console. Sauf console. Voilà. Et donc ensuite, les échéances, là, vous êtes dessus là en ce moment, ça pourrait sortir en mars ou plus tard. En fait, on va commencer à la fin du mois. Ouais. Donc à la fin du mois de février. Exactement. On va commencer vraiment le portage Android et puis après, petit à petit, les autres versions vont voir le jour. Mais c'est vrai que la priorité, c'est Android parce qu'on nous le demande vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'on nous le demande autant d'ailleurs, donc excusez-nous. Hein, sur la page Facebook du jeu, ils n'arrêtent pas de dire c'est pas sur Android. Donc on fait le portage Android, on s'y attaque dans 10-15 jours. Et après, vraiment priorité aussi au PC et au Mac. D'accord. Donc sur les plateformes des maths. Mais ça c'est compliqué parce que du coup vous êtes deux, vous venez de sortir un jeu, vous avez peut-être envie de faire d'autres choses, peut-être faire une suite, etc. Mais vous êtes obligé de continuer à travailler sur le même projet de manière à l'adapter sur d'autres plateformes. Après, le portage, ça dépend surtout de moi qui le développe. En termes graphiques, il y a Moi, j'ai vraiment rien à de faire, en modifications à Toi, faire. tu commences sur, Donc voilà, il va prendre de l'avance sur les prochains jeux. D'accord. Et en attendant, moi je suis comme ça devant mon PC Ok, je comprends. et je fais en sorte que le jeu sorte le plus vite possible sur ces plateformes. Par contre, là tu parlais de suite. C'est pas la première fois qu'on nous le demande. Là, le jeu, ça fait une semaine qu'il est sorti. Tous les jours, on me demande s'il va y avoir une suite. Non, il y aura pas de suite de Fantasy. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est un one shot et ça restera un one shot. Je suis pas fan des suites, donc. On a vraiment envie de raconter des histoires. On en a plein en stock et on aimerait bien faire profiter aux gens de toutes nos petites histoires plutôt que de repomper toujours la même. Est-ce que vous pensez continuer dans le genre point and click ou alors vous en éloignez un petit peu Peut l'annoncer en exclusivité. Si on le sait depuis aujourd'hui, donc on va pas rentrer dans les détails, mais oui, effectivement, notre prochain jeu sera grande surprise, aussi un point and click, et sur toutes les plateformes aussi. Mais ça va prendre du temps. Donc c'est pas pour maintenant, c'est pas un jeu qu'on fera en 4-5 mois. Est-ce que vous repassez a priori par une plateforme de financement ou non, un autre système? Donc peut-être un éditeur alors, tout simplement. Ok. Et donc est-ce que cette fois-ci vous aurez plus de temps? Vous aurez plus de 4 mois et demi obligatoirement. On aura plus de temps. Okay, on va pas mettre 4 ans pour faire un jeu. Ouais. On s'appelle pas Fumito Ueda non plus, mais enfin pour faire un jeu, peut-être pas d'ailleurs hein, pour lui. J'espère qu'il sortira un jour quand même. Moi j'espère plus longtemps, mais bon. Mais oui effectivement, on va avoir plus de temps. On mettra pas un an non plus, je pense. Mais ouais, on va commencer à bosser dessus. Tenez-nous au courant. Voilà. En tout cas, là, Fine Intelli, moi, je suis fan. J'adore les graphismes, j'adore l'univers qui a été créé. C'est vraiment très très beau. J'aime bien les petites idées aussi de puzzle. Donc tout le game design est intéressant. Et donc je vous encourage tout simplement déjà télécharger la démo pour vous faire votre propre idée. Et ensuite, si ça vous plaît, achetez-le. Ensuite, on attend avec impatience la possibilité de télécharger sur d'autres plateformes que les plateformes iOS. Et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, puisque vous êtes venu de... on n'habite pas au même endroit. D'accord. C'est des Moulineaux pour moi. Et Épinay-sur-Orge pour moi, donc. D'accord, ça restait pas trop loin. Donc non, c'était pas loin, non, ça va. Il y a l'RER quand il est là. Très bien. Alors, encore merci et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.